Malgré la saga finale du manga bien entamée, il reste de nombreux personnages essentiels à cette fin, qui n'ont pas encore été réellement introduits. Alors continuons la liste commencée la semaine dernière, des légendes qui marqueront très bientôt le monde de One Piece. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vu la première partie pour regarder cette vidéo, mais si vous en voulez plus, sachez qu'il y a une autre vidéo abordant plein d'autres personnages. Rox Dicshebek a vécu et évolué à l'époque de Roger et a été pendant très longtemps son plus grand adversaire. On ne sait pas grand chose à son sujet, si ce n'est qu'il était très violent et que son équipage était à son image. Il n'hésitait pas à s'entretuer et était considéré comme une organisation terroriste aux yeux du gouvernement mondial. Il y a 38 ans, accompagné de Big Mom, Kaido, Barbe Blanche et d'autres légendes qui ne sont pas près d'être oubliées, Xebec a décidé d'attaquer directement God Valley, l'île sur laquelle résidaient les dragons célestes. Roger, son équipage et la marine se sont alors alliés pour protéger les dragons célestes et mettre ainsi fin au règne de ce terrible personnage. La fin de cet événement se solda par la victoire du roi des pirates, la dissolution des Rox et la disparition mystérieuse du capitaine à la tête de cette opération ainsi que l'île qu'il a prise d'assaut. C'est Sengoku qui nous raconte tout ça dans le chapitre 957 et qui insiste sur le fait qu'on ne retrouvera certainement jamais aucune trace, faisant mention de cet événement, souhaitant à jamais passer sous silence l'existence d'un être aussi atroce. Seuls les acteurs ayant participé à cette bataille peuvent témoigner et apporter des précisions quant à cet incident, et après avoir entendu ça, beaucoup de lecteurs attendent avec impatience le retour de Rox Dicshebek. Mais selon moi, le faire revenir n'a pas vraiment de sens actuellement. La vraie énigme le concernant n'est pas son retour, mais sa disparition. Après les événements de God Valley, il a totalement disparu sans qu'on ne sache encore comment ni pourquoi. Et si on doit reparler de Xebec à un moment ou un autre dans l'histoire, ce sera de cette façon. Et son retour au sein du monde de One Piece n'a pour le moment pas d'intérêt. Actuellement, on a eu la version du côté de Garp et de Roger, qui nous a été en partie racontée par Sengoku dans le chapitre 957. Pendant la guerre de Nikashima, on a eu le point de vue de Kaido et de Big Mom, ancien membre de l'équipage des Rox et donc ancien compagnon de Xebec. Mais aujourd'hui, il nous montre très certainement la version la plus importante de toutes, celle du gouvernement et des dragons célestes présents ce jour-là. God Valley était l'île des dieux sur laquelle étaient réunis les dragons célestes. Si Kaido, Big Mom ou Garp ne peuvent pas expliquer ce qu'il s'est passé, ça veut potentiellement dire que ces deux disparitions sont liées au dernier groupe présent ce jour-là, à savoir le gouvernement. Et qu'en en apprenant plus sur l'organisation mondiale, leurs objectifs, leurs pouvoirs, on apprendra la vérité sur la disparition de Rox Dicshebek. Garling Figarland, à la tête du groupe des Chevaliers Divins, est connu sous le nom de champion de God Valley. Il sera très certainement celui qui nous apprendra ce qu'il s'y est passé, nous expliquant ainsi à travers un flashback comment l'île des dieux et son assaillant ont disparu de la surface de la Terre. Comme vous l'avez compris, ça n'a pas de sens de le faire revenir, c'est un monstre du passé qui est aujourd'hui incarné par Teach. Pour moi, le seul intérêt de Xebec et de pourquoi Oda l'a introduit est ce mystère qui l'entoure, qui de toute évidence sera important pour la suite de l'histoire pour comprendre les véritables intentions du gouvernement mondial et ce qu'ils sont capables de faire pour arriver à leur fin. Baggy est présent depuis le début de l'histoire, et depuis tout ce temps, on a eu le temps de comprendre que quoi qu'il arrive, et peu importe ses choix, il finira par se trouver parmi les plus grands du monde de One Piece. Malgré lui, il est devenu le capitaine d'une centaine de prisonniers d'Impel Down, et grâce à ça, il est devenu grand corsaire, et a pu se construire un véritable empire, et il est aujourd'hui devenu Yonko, grâce à une organisation qu'il n'a même pas fondée. C'est accompagné de Crocodile et de Mihawk qu'il a décidé de lui aussi participer à la course au One Piece, et d'ainsi rejoindre Shanks, Barbe Noire et Luffy pour un jour espérer atteindre Love Tale. Aujourd'hui, la Cross Guild fait peur au monde entier et notamment à la marine et au gouvernement mondial. Le fait de le savoir en compagnie de Crocodile et de Mihawk la rend d'autant plus crédible. Et même si nous, lecteurs, on a l'impression que Baggy est juste un clown qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait et qui a peur dès qu'il se passe quelque chose, il faut vraiment se rendre compte que ce n'est pas comme ça que le monde le perçoit. Pour le monde entier, Baggy est un pirate de légende qui a fait partie de l'équipage de Roger et qu'il faut absolument prendre au sérieux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'autant de pirates lui font confiance et qu'il a une véritable armée derrière lui. Maintenant qu'ils ont officiellement intégré cette course au One Piece, je pense qu'ils vont vraiment passer à la vitesse supérieure. Pour ça, il faut s'emparer des road poneglyphes et rattraper leurs concurrents qui ont déjà une longueur d'avance. Et pour ça, il y a plusieurs possibilités. D'abord, il y a un monde où, en quittant l'équipage de Roger, Baggy a conservé une copie des road poneglyphes. Ce ne serait pas étonnant venant de lui qui n'est clairement pas idiot et cherche toujours à avoir un coup d'avance. Sinon, Crocodile nous a dit que leur but était de créer une force militaire capable d'écraser toutes les autres. Pour ça, on pourrait une nouvelle fois avoir un raid sur Impel Down, qui augmenterait d'autant plus leur crédibilité face au monde et d'autres pirates pourraient alors les rejoindre.
Je pense notamment à Doflamingo qui est prisonnier là-bas depuis la fin de Dressrosa et qui en sait beaucoup trop sur le monde et le gouvernement mondial, qui serait alors un atout non négligeable auprès de n'importe quel prétendant au titre de roi des pirates. Il y a Weevil qui est lui aussi prisonnier et qui est connu pour être extrêmement puissant, en plus d'être facilement manipulable. Je ferai très certainement une vidéo plus détaillée et centrée sur la Cross Guild parce qu'il y a énormément de choses à dire. Avec Mihawk, on est sur un personnage beaucoup moins mystérieux que les précédents, néanmoins, il y a pas mal de parts d'ombre le concernant. Détenant le titre de meilleur épéiste au monde, il se déplaçait jusqu'à très récemment seul, sans équipage, sans but notable ou évident, avec l'impression qu'il cherche simplement à faire passer le temps, renforçant ainsi cette idée qu'on peut se faire de sa puissance et du fait qu'il n'ait pas de mal à rivaliser face aux plus grandes puissances du monde de One Piece. Il est l'objectif de Zoro et sera impliqué dans la poursuite de son rêve, mais le fait que les deux sabreurs se soient entraînés ensemble pendant 2 ans retire selon moi cet aspect sérieux de ce combat qu'on attend depuis plus de 20 ans. S'il a lieu, il ressemblera plus à un combat amical qu'autre chose, et j'ai du mal à me le représenter comme étant l'aboutissement du rêve de Zoro. Selon moi, ce titre de meilleur épéiste au monde va être repris par quelqu'un d'autre, laissant Mihawk dans un sale état, obligeant Zoro à se surpasser pour le venger et enfin atteindre l'objectif que lui et Kuina s'étaient fixé. Shiryu me semble être un bon candidat parce que c'est un épéiste lui aussi, et qu'il fait partie de l'équipage de Barbe Noire, certainement le plus grand adversaire des Mugiwara dans cette course au One Piece. Si ce n'est le but principal de son nouveau groupe, on ne connaît rien de ses objectifs personnels, ni même de son passé. On peut alors se demander s'il a un rêve ou quelque chose qui le pousse à avancer. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir l'après, que contrairement à tous les autres personnages du manga et à travers son titre de meilleur épéiste au monde, il n'a pas d'objectif ni de rêve, tout simplement parce qu'il a déjà tout réalisé. Parce que c'est vrai qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question, mais qu'est-ce que va faire Luffy après être devenu l'homme le plus libre des mers, ou après avoir accompli son rêve mentionné au chapitre 1060? Que va faire Zoro après être devenu le plus grand sabreur? Franky après avoir traversé le monde avec le Sunny? Ou même Robin après avoir complètement étudié l'histoire oubliée? Est-ce qu'ils vont se contenter de ça, ou est-ce qu'ils iront chercher un objectif encore plus prestigieux et ambitieux pour peu qu'il soit possible de trouver mieux? Peut-être bien que Mihawk sera le premier exemple et la première image qu'on verra quant à cette situation. On sait que Kobe fera de grandes choses pour le monde le jour où il sera suffisamment puissant. Pour le moment, il l'apprend encore et fait tout ce qu'il peut pour être la meilleure version de lui-même. Mais aujourd'hui, tout cet arc avec Garp qui a eu lieu sur la ruche face à l'équipage de Barbe Noire va le changer à jamais. Pour la première fois, il a dû faire un sacrifice. Si jusqu'à maintenant c'était lui qui prenait pour les autres, il a dû cette fois-ci faire un choix des plus difficiles. Sacrifier Garp, le laisser à son sort afin de préserver l'avenir de la justice qu'ils incarnent tous à leur manière. Quoi qu'il arrive, le gouvernement mondial va tomber après la découverte du One Piece. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais si le gouvernement cherche à faire oublier l'histoire, les poneglyphes et le One Piece, c'est bien entendu parce que cela leur fera défaut à un moment ou un autre. Roger est arrivé trop tôt et n'a donc pas pu tout accomplir, et donc c'est aujourd'hui à Luffy ou à un autre prétendant au titre de roi des pirates de reprendre le combat qu'il a mené il y a 25 ans. Si le gouvernement tombe, alors c'est la marine de Sakazuki qui s'effondre également. Dans ce monde un peu plus idéal qu'actuellement, dans lequel il n'y aura plus de dragons célestes et où les hommes poissons pourront vivre à la surface, il faudra malgré tout reconstruire une justice, et c'est selon moi à ce moment-là que Kobe pourra pleinement réaliser son rêve en devenant amiral de la marine, sous une justice beaucoup plus juste et neutre que lui et les anciens élèves de Garp auront façonné. Aujourd'hui, il fait partie du Sword, ce qui signifie qu'il n'a pas réellement envie de travailler sous la justice et les ordres de Sakazuki, et on le voit donc mal devenir amiral et se plier aux exigences des dragons célestes actuellement. Maintenant, en plus de la rivalité qu'il a développée avec Luffy, il y a désormais un combat beaucoup plus sérieux avec Aokiji, qui, comme lui, a été un disciple de Garp. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce sujet où j'explique que Kuzan n'a peut-être pas tant changé que ça, et que si les deux apprentis du héros de la marine n'ont pas suivi le même chemin, ils ont reçu le même enseignement et l'appliquent à leur manière. Kuzan aura un développement des plus intéressants qui sera selon moi mis en opposition directe avec celui de Kobe. Je le dis très souvent sur la chaîne, mais pour moi Barbe Noire finira par devenir le personnage le plus puissant du monde de One Piece, dépassant ainsi Roger ou même Xebec. Une puissance jamais vue auparavant qui restera inégalée jusqu'à ce que Luffy intervienne et finisse par le battre aux portes de Laugh Tale.
Pour moi, cette course au One Piece dont je parle depuis le début de la vidéo se terminera sur un duel au sommet entre ces deux pirates, tous les autres sortis à la manière de Law et Kid au cours de combats qu'ils auront perdus ou d'informations qu'ils n'auront jamais obtenues. Et si je pense ça, ce n'est pas par hasard. Depuis qu'il a été introduit, on dit qu'il est très dangereux. Shanks lui-même nous fait comprendre qu'il faut l'arrêter au plus vite parce que même quand il se cachait dans l'équipage de Barbe Blanche, il sentait déjà qu'il serait un danger. Et en tuant Newgate et en prenant son fruit du démon, il affirme une fois de plus ce rôle qu'il semble accepter avec plaisir. Barbe Noire a toujours été mis en opposition directe avec Luffy. Teach a défait Drum en faisant fuir le roi, Luffy aide à reconstruire le pays. Barbe Noire aime la tarte aux cerises, Luffy la déteste et inversement pour la boisson. L'un possède le fruit des ténèbres, l'autre ramène le rire et l'espoir chez les plus démunis. Mais ce qui va rendre ce combat des plus intéressants, c'est bien entendu l'histoire de Barbe Noire et les nombreux mystères qui l'entourent, parce qu'en réalité, on ne sait rien de lui. Depuis qu'on l'a rencontré, on a énormément de sous-entendus le concernant, qui nous font comprendre qu'il n'est pas quelqu'un de normal et que sa vie n'a pas forcément été celle qu'on imagine. Luffy et Zoro qui semblent voir plusieurs personnes en lui, Ace qui nous dit qu'il a vécu toute sa vie pour deux, Marco affirme clairement que Barbe Noire n'est pas un homme normal avec un corps différent, une information qu'il savait déjà avant même de le voir obtenir les pouvoirs de deux fruits du démon, mais surtout, on apprend dans le flashback d'Oden que Teach n'aurait jamais dormi de sa vie, une info qui devient des plus intéressantes quand on voit qu'Oda l'a dessiné enfant, pleurant sous la lune dans le SBS du tome 63. Toutes ces informations le rendent encore plus mystérieux qu'il ne l'est actuellement. Il commence enfin à passer à l'action et est déjà au courant à propos de l'homme à la cicatrice de feu. Comment ne pas terminer la vidéo sur le personnage le plus important actuellement? Il est celui qui va débloquer toute la situation et qui décidera qui de tous les prétendants au titre de roi des pirates aura le plus de chances de se rendre sur Laugh Tale. Je veux bien sûr parler de l'homme à la cicatrice de feu. Contrairement à tous les personnages de cette vidéo, on ne sait pas qui il est, ni même s'il existe réellement. Pour autant, il est la prochaine étape des Mugiwara, pour espérer mettre la main sur le dernier Road Poneglyph. On apprend son existence grâce à Kid dans le chapitre 1056. D'après lui et Killer, il détient des informations sur cette dernière pierre. Au chapitre 1081, Lafitte nous disait qu'il est vraiment très mystérieux et qu'il se rapporte presque à une légende dont il est difficile de le trouver et encore plus de l'approcher. On a été très nombreux à soupçonner Zoro qui d'après Vegapunk est toujours vivant et conserve aujourd'hui les archives de toutes les années de travail des archéologues d'Ohara, gardant alors la marque du Buster Call déclenchée par le gouvernement il y a 22 ans. Mais d'après ce que le scientifique nous a dit, il préfère se cacher sur Elbaf à l'abri du reste du monde. Il est donc difficile de l'imaginer naviguer à bord d'un tel bateau. Une autre option serait Dragon, qui comme on l'a vu dans la première partie, aurait la possibilité de créer de tels phénomènes comme on a pu voir avec la tempête de Lockdown. Et comme je l'ai dit avant, posséder un Road Poneglyph serait une très grande menace pour le gouvernement, mais je trouverais ça trop facile pour les Mugiwara si on avait une telle configuration. Personnellement, je penche beaucoup plus pour un personnage qu'on n'a pas encore rencontré et qui serait vraiment difficile à trouver car trop mystérieux et bien caché. Ce serait d'ailleurs amusant que cet homme à la cicatrice de feu soit un ancien membre de l'équipage de Roger, ou alors un proche à qui le seigneur des pirates a confié cette dernière pierre, en attendant que quelqu'un de confiance vienne la récupérer. À moins que ce quatrième Road Poneglyph soit déjà dans les mains du gouvernement, qui ne peuvent pas tous les réunir, mais qui en bloquerait totalement un pour empêcher qu'ils soient tous réunis et que Laugh Tale ne devienne tout simplement inatteignable. Ce qui est sûr, et comparé à tous les personnages de cette vidéo, c'est que cet homme est actuellement le plus important du manga, celui qui décidera de qui aura le plus de chances d'atteindre Laugh Tale et d'ensuite devenir le nouveau seigneur des pirates.